Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va aborder quelque chose qui commence à monter en température, enfin qui montait déjà en température en Europe, dans un certain nombre de pays, plus particulièrement en Allemagne. Je vous en avais parlé de façon assez succincte, mais ça nécessitait quand même d'être noté. Et d'ailleurs, la question, c'est de dire, alors, les Français, quand est-ce que vous allez vous remuer le cul ? Bon, ça y est, depuis maintenant à peu près 15 jours, les Français ont emboîté le pas. Alors, pas forcément pour les mêmes raisons que les Allemands. Je rappelle les manifestations et les blocages des agriculteurs allemands. C'était parce que le gouvernement Scholz avait décidé de supprimer les allègements fiscaux qui étaient prévus à leur profession, plus particulièrement en ce qui concerne le gasoil. C'est-à-dire qu'ils avaient le bénéfice d'une détaxation du gasoil dans leurs activités, mais qui finalement, oui, c'est le problème, c'est que quand vous faites une détaxation dans certains secteurs d'activité, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses. Là, le milieu agricole français est de nouveau dans la rue, bloque des autoroutes, bloque des routes. Et au moment où je vous parle, malheureusement aujourd'hui, il y a eu un incident, je crois près de Agen, où un automobiliste, apparemment il y a plusieurs personnes dans la voiture, ont voulu forcer le blocage et ont percuté 3 personnes. Sur les 3 personnes, une jeune femme est décédée, les 2 autres sont à l'hôpital, blessés. Leur statut, je ne connais pas trop leur statut à l'heure actuelle. Enfin, c'est un drame. C'est d'autant plus un drame que, ce qui est assez amusant, c'est qu'on vous dit quand même que les passagers, plus particulièrement les conducteurs, ont été testés à l'alcoolémie et à la drogue, ils sont négatifs. Par contre, on omet quand même de vous dire que, manque de bol, ce sont des OQTF. Mais bon, on va dire que c'est anecdotique. Mais dans ce conflit, puisque là il y a véritablement un conflit par rapport à un secteur qui a... alors, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte et faire la part des choses entre les agriculteurs indépendants et les coopératives. Il faut savoir que les coopératives, ça fait depuis des décennies que, suivant des accords, vous vous souvenez du fameux pacte agricole de l'Union européenne, à l'époque c'était pas l'Union européenne, c'était la coopérative économique européenne. Coopérative ? Je ne sais plus, c'était la communauté. Non, c'était communauté économique européenne. Et déjà, dès les années 80, il y a eu des accords pour essayer d'équilibrer le marché de l'agriculture à l'échelle européenne. C'est-à-dire là où les pays produisaient, avaient une très grande production, on leur a demandé de baisser leur production pour permettre aux autres pays de pouvoir se développer et de pouvoir vendre leurs produits dans l'Europe. C'était une façon solidaire de partager le marché. Donc c'est pour ça qu'en France, on a cette culture de la jachère. C'est-à-dire qu'on a payé tout simplement des agriculteurs pour laisser en jachère des hectares entiers de leur patrimoine agricole. Sauf que, vous savez aussi bien que moi, quand vous avez l'installation d'une politique de subvention, ça amène aussi des avidités. Et il y a eu des problèmes où des coopératives s'octroyaient l'ensemble des subventions, mais ne refaisaient pas tomber ou ruisseler ces subventions sur un ensemble de secteurs ou un ensemble de professionnels de l'agriculture, y compris les indépendants. Les indépendants qui, eux, passaient en dessous les radars des quotas ou des niveaux ou des règles, touchaient quasiment que dalle. Et c'est ce qui a commencé à provoquer le début
d'une désertification dans le métier de l'agriculture et aussi de l'élevage. L'élevage, pareil, on se souvient, le lait, qui n'a jamais entendu parler du problème du prix du lait, qui ne permet pas aujourd'hui d'être en balance dans certaines exploitations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des éleveurs qui produisent du lait, qui vendent le lait, mais qui vendent quasiment à perte par rapport à ce qu'ils ont dépensé pour leur production. Donc voilà, c'est des incohérences et des absurdités, mais des incohérences et des absurdités qui de plus en plus sont le résultat de politiques qui émanent de qui? Je vous le donne en mille. Voilà, exactement, vous avez deviné. Donc voilà, il y a une certaine disparité dans le milieu agricole, c'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître que certains professionnels, en effet, sont dans la merde parce qu'il y a cette absurdité de normes, de règles, de marchés, etc. Et d'autres qui en ont tiré profit. Profit parfois au détriment de leurs collègues. Et puis ceux qui connaissent un petit peu la culture ou l'état d'esprit de paysans agricoles, vous savez que des fois, il y a certaines convoitises, il y a de l'enrichissement, il y a de l'avidité qui rentre en ligne de compte. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple. Mais néanmoins, essayer de nier qu'il y a un problème aujourd'hui avec le milieu agricole français, c'est vivre dans une caverne depuis des années. D'autant plus que, je rappelle, la France a été quand même le premier producteur agricole européen. C'était un pays, parce que sa vocation, jusqu'au milieu du XXe siècle, était un pays agricole. C'était un pays d'agriculteurs, c'était un pays de terre. C'est un pays qui réussissait à produire pour satisfaire à ses propres besoins et vendre à l'étranger. Sauf qu'à cause de ce marché commun, il y a un moment donné, on a dit à la France, ouais, écoutez, c'est bien, mais on ne vous empêche pas de vendre à l'étranger, mais par contre, ce qui serait bien, c'est que vous réduisiez votre production et que vous achetiez une partie de vos produits chez vos voisins européens. Solidarité. Donc on a volontairement tué des agriculteurs à cause de ça. Sauf qu'aujourd'hui, entre les taxes, entre les réglementations, les normes européennes, qui deviennent, comme je vous l'ai dit, absurdes, cette norme, par exemple, vous avez cette règle où si vous avez des branchages qui tombent dans un ruisseau qui traverse un terrain qui appartient à un agriculteur, allez savoir pourquoi, là encore, la grande technocratie européenne, l'agriculteur n'a pas le droit de nettoyer le courant d'eau. Le courant d'eau est du patrimoine national. Le courant d'eau fait partie de l'État. Donc l'agriculteur n'a pas le droit d'intervenir sur une zone qui appartient à l'État. Puis comme l'État ne fait rien, n'entretient pas, ne nettoie pas, donc voilà, on laisse pourrir une situation. Et il y a des tas de règles comme ça, tout aussi absurdes les unes que les autres, qui sont très clairement des règles qui sont imposées par l'Union européenne, mais qui sont pour faire chier le monde et pour casser le petit agriculteur, pour casser les agriculteurs indépendants. Alors évidemment, les grandes coopératives, c'est pas elles qui vont militer en solidarité avec ces petits agriculteurs, parce que un petit agriculteur indépendant qui disparaît, c'est la possibilité pour des grandes coopératives de racheter les terrains, de racheter l'exploitation et de se faire plus de thunes. Voire tuer une exploitation, la mettre en jachère et demander en échange la subvention européenne. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, il y a une grande discorde au sein même du milieu de l'agriculture parce que tout le milieu de l'agriculture a une certaine diversité et pas seulement une diversité de structures, mais aussi une diversité de points de vue. Sauf quand vous avez des agriculteurs ou même parfois des coopératives qui sont des coopératives honnêtes, qui sont en soutien du paysage local agricole, aujourd'hui montent au créneau.
Et pour essayer de gérer la situation, eh bien, vous avez la FNSEA. La FNSEA, c'est la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles. C'est-à-dire que c'est le groupe qui est élu par, alors je ne sais plus, c'est les coopératives, non, c'est pas les coopératives agricoles, mais c'est les organismes d'État qui votent pour avoir justement cette représentation. Et je crois qu'aux dernières élections en 2019, ils avaient atteint 53%. Donc c'est le syndicat, enfin le mouvement officiel représentatif des agriculteurs. Sauf que le problème de la FNSEA, moi je me souviens une fois il y avait une manifestation déjà à l'époque des agriculteurs. Et sauf que j'ai discuté avec un groupe d'agriculteurs qui manifestaient et qui était un peu rognon parce qu'évidemment il y avait des tracteurs qui étaient estampillés avec des drapeaux FNSEA, FNSEA, FNSEA. Parce que c'est la FNSEA qui organisait la manifestation. Là encore, je vous rappelle, le principe des manifestations, ce sont des organismes qui doivent faire une déclaration préfecture pour que la préfecture leur donne une autorisation et que ces organisations deviennent donc responsables aux yeux de la préfecture du bon déroulement de la manifestation. Et donc du coup, bah oui, il y a une certaine hégémonie de la FNSEA à organiser des manifestations. Sauf que donc ces trois agriculteurs m'expliquaient qu'en réalité, ils sont pieds et poings liés à la FNSEA, alors qu'en réalité, ils savent très bien que la FNSEA, c'est comme quasiment tous les syndicats qu'il y a en France, qui sont des syndicats avec pignon sur rue, c'est-à-dire qu'ils sont en réalité en collusion avec le pouvoir. Alors, ils font leur rôle parfois d'opposition, de contestation sociale, etc. Mais en réalité, ces syndicats sont en fait des soupapes de sécurité. Vous savez, votre cocotte minute, sa soupape, qui lorsqu'à un moment donné, il y a trop de pression de vapeur, ça dégage la vapeur. Et bien les syndicats, c'est ça. C'est dès qu'il commence à y avoir une grogne, une colère, un mécontentement global, généralisé, qui commence à monter en température, hop, ils interviennent, ils organisent alors des manifestations, des petites grèves, pas trop longtemps. Ils contrôlent, ils ont le rôle de contrôler les mouvements sociaux pour le compte de l'État. Négocier ce qu'ils peuvent négocier pour donner le change, d'une manière générale. Mais très souvent, les gens de terrain, que ce soit les salariés, les ouvriers comme les agriculteurs, il y a un moment donné, ils disent oui, mais ce qu'ils négocient, déjà il y en a la moitié qui ne mettent pas en application ou qui n'obligent pas l'État à mettre en application. Et puis deuxièmement, c'est des... comment on appelle ça, c'est des alambics de règles, de lois, de principes, de conditions. Voilà, des usines à gaz, cherchez le terme. C'est de telles usines à gaz que là où vous croyez que, en effet, c'est bien, c'est super, ça va nous aider, etc. Mais en réalité, non. Non, parce que vous ne cochez pas toutes les cases. Vous savez, ceux qui connaissent ma chaîne depuis très longtemps, je prends toujours cet exemple que moi j'ai connu. Souvenez-vous de cette fameuse loi « Travailler plus pour gagner plus » de Sarkozy. Bon, quand la loi a été votée, j'ai plein de mes collègues qui viennent me voir et me disent « Ouais, alors maintenant c'est bon, si on fait des heures sup, ils sont obligés de nous payer. » Et je leur ai dit « Non. » Et ils me disent « Si, la loi elle est passée, travailler plus pour gagner plus. Donc maintenant, si on travaille plus, ils sont obligés de nous payer. » Parce qu'évidemment, à l'époque, quand on faisait des heures, en plus, c'était de la RTT. On n'était jamais payé en heures sup. Sauf que je leur expliquais ceci. Je dis, attendez, vous savez la différence entre ce que des lois sont votées par le Parlement, proposées par un gouvernement,
C'est pas juste un texte qui dit bon bah maintenant vous employeur, maintenant qu'un employé fait des heures sup, si vous demande qu'il doit être payé, vous le payez. La loi, elle existe, oui, sauf que pour que la loi s'applique, il faut que les partenaires sociaux dénoncent les accords de branche pour intégrer la loi dans les accords de branche. Parce qu'en réalité, la loi n'est pas une obligation, c'est un appareil qui permet à des entreprises de faire travailler plus leurs employés et de les payer plus selon un tarif bien évidemment négocié et non pas le tarif applicable aux heures supplémentaires. Et comme dans mon entreprise, les syndicats n'ont pas dénoncé les accords pour intégrer la loi, travailler plus pour gagner plus, eh ben en fait, on reste sur l'ancien régime. Ouais, c'est pas normal, qu'est-ce qui branle les syndicats, c'est les fouilles-merdes et tout. Eh ben vous avez tout compris. Eh ben dans le milieu de l'agriculture, c'est pareil. C'est-à-dire que pour essayer de calmer le jeu, on a décrété des accords, des machins, des bidules, des lois, des textes, machin, etc. Mais qui sont des usines à gaz dans lesquelles on a mis tellement de conditions que ceux qui gueulaient parce qu'ils étaient dans la merde et qui se sont dit bah c'est bon, on a quand même un accord donc on va pouvoir être aidés, ben en réalité n'ont pas été aidés parce que, comme je vous l'ai dit, à cause de ces usines à gaz, ils ne rentraient pas dans les cases. Ou parce qu'il fallait qu'ils soient adoubés, ou parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans un processus qui dépend d'organismes, qui dépend de coopératives. Or, s'ils ne veulent pas se soumettre à des coopératives qui veulent rester indépendants, eh ben, ils l'ont dans le cul. Ah bah oui, non mais c'est... Liberté, égalité, fraternité. Mais mon cul. Parce qu'on profite de l'ignorance des gens pour installer des principes, des règles, mais qui sont des trucs tellement bien ficelés que le commun des mortels, il croit qu'il a un droit, alors qu'en réalité, il ne l'a pas parce qu'il ne correspond pas ou il ne répond pas à certaines conditions. Eh oui, c'est le malheur. Donc ces trois agriculteurs, ils me disaient, oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a l'hégémonie de la FNSEA qui en réalité nous balade. Nous on est là en manif parce qu'on en a ras le cul, mais on sait que ça sert à rien. Parce que de toute façon la FNSEA, ils vont nous enfiler bien profond. D'où la raison pour laquelle, là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez des blocages, mais des blocages qui ne sont pas du fait de la FNSEA, mais bien de groupes d'agriculteurs qui en ont tellement gros sur la patate qu'aujourd'hui, non seulement ils sont dans un état d'esprit de contestation, mais ils sont aussi dans la revendication de remettre en question l'hégémonie de la FNSEA. C'est pour ça que Rousseau, là, depuis quelques jours, quand il passe sur les plateaux télé, tout d'un coup, on a l'impression que le mec, il a peur. Il a peur de quoi ? Il a peur de sauter. Il a peur de perdre le contrôle. Il a peur de se faire taper sur les doigts de ses commanditaires ou de l'État en disant « Eh oh, ton rôle, c'est de maîtriser la situation, c'est de contrôler les choses. C'est pas de les laisser faire. » Ouais, sauf que là, ma crédibilité, mon image, la réputation de la FNSEA est en train d'être remise en question. Donc le problème, c'est que si le mouvement s'étend par des actions qui ne sont ni revendiquées, ni déclarées par la FNSEA, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour ça que Darmanin, il a dit oui, je ne ferai rien contre ces manifestations, je veux le dialogue, je veux le respect de la liberté, etc. Blablabla, etc. Blablabla. Mais là, j'ai envie de dire, monsieur le ministre, vous faites une faute professionnelle. Votre responsabilité, c'est d'appliquer les règles. Les règles, c'est la contestation doit être encadrée, doit être sous la responsabilité d'eux,
est déclaré en préfecture. Alors si vous passez outre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez les jetons. Vous avez les jetons que ça parte en vrille. Vous avez peut-être les jetons que les agriculteurs, là, cette fois-ci, allument la mèche d'un baril de poudre. Alors certains commencent à parler de dire qu'on est dans une situation pré-gilet jaune, comme on l'a connu. C'est-à-dire des gens qui déclenchent un mouvement avec un simple gilet sur le tableau de bord en guise de soutien d'une contestation. Et que ces contestations commençaient à avoir un certain nombre d'actions. Et après, ça a fait un effet boule de neige. Et bien là, ils ont peur que finalement, je pense que ce soit Darmanin ou Attal, ils pensent que la FNSEA va reprendre le contrôle. Mais non. La FNSEA, là, est en train de démontrer qu'elle ne tient plus les rênes. Elle n'a plus le contrôle. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, l'État? Est-ce qu'ils vont renvoyer les flics, les CRS, le RAID pour dégager et déloger les manifestants, etc. Mais il y a une chance sur deux que là aussi, ça enclenche quelque chose de bien plus grand. Ça risque d'enclencher un soutien de la part des routiers. Ça risque d'enclencher un soutien d'autres corporatismes qui sont tout autant dans la merde à cause de la connerie technocratique, à cause de ces gouvernements destructeurs de l'État-nation, à cause de l'Union européenne. Et si jamais on y va avec la force, eh bien on risque de renforcer encore plus le côté réfractaire, le côté insurrectionnel contre l'ordre établi. Et que tout d'un coup, les discours qui diraient que finalement, vous le voyez, la démocratie nous a été retirée, la démocratie a été soumise à un coup d'État institutionnel, vous n'avez plus aucune liberté, vous êtes soumis. Et bien peut-être que le discours de certaines personnes qui vont dire il y a un moment donné, il y a un temps pour la manifestation et il y a un temps pour l'insurrection. Et bien là peut-être qu'on est à un cheveu, que des Français commencent à comprendre que finalement en effet la contestation ne suffit plus. Et que peut-être maintenant il va falloir rentrer dans un champ d'insurrection. Aïe. Alors évidemment, il va y avoir aussi le rôle des médias. À un moment donné, les médias vont commencer à dire j'ai vu passer extrême droite, évidemment. Il y a, je ne sais plus, quelqu'un qui a fait une recherche sur un hashtag et qui s'est dit tiens, l'hashtag en fait a été créé par quelqu'un qui fait partie de l'extrême droite. Ils vont essayer, Ils vont essayer de discréditer, ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait à un moment donné avec les Gilets jaunes. Ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait avec les antivax. Donc à partir du moment où vous allez commencer à entendre les médias, commencer à critiquer les agriculteurs parce qu'ils bloquent l'économie du pays, parce qu'il y a des gens qui commencent à en avoir marre, qui ne peuvent plus aller travailler, que ça ruine des économies locales, etc. Donc on va faire passer les manifestations et les blocages des agriculteurs comme quelque chose de néfaste. Et qu'il faut rétablir l'ordre. Vous verrez, c'est ce qui va se passer. Sauf que la question, et peut-être là de la DGSE, pareil, elle est en train d'essayer de trouver des éléments d'information pour savoir s'ils peuvent foncer dans le tas, ou s'ils foncent dans le tas, est-ce que ça risque pas d'avoir un effet boule de neige et finalement se retrouver avec des gens qui vont commencer à vraiment rentrer dans un état d'esprit d'insurrection. Donc qui dit insurrection, dit combat, dit lutte,
dit lutte armée, dit action directe. Terrorisme. Donc affaire à suivre parce que, en plus de ça, comme je vous l'ai dit, hein, ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui se passe en Pologne, ce qui s'est passé dans les Pays-Bas, la Belgique risque de suivre, l'Espagne, l'Italie. Alors l'Italie, c'est un peu compliqué parce que les Italiens, ils ont un petit peu la queue entre les jambes, quoi, avec ce qu'ils ont élu en tant que Premier ministre, et qui finalement est en train de retourner sa veste sur plein de sujets, est en train tout simplement d'entuber le peuple italien. Mais aussi faire la démonstration que finalement, c'est bien la Commission européenne qui tient l'Italie par la peau des couilles, économiquement et financièrement parlant. Donc affaire à suivre parce que ça peut finalement avoir un effet de pétard mouillé si jamais la FNSEA réussit encore une fois de plus à embobiner tout le monde et faire en sorte de faire retomber la pression, ou si au contraire la pression va continuer à monter jusqu'à ce que ça explose. Les deux scénarios sont possibles, mais bon, encore une fois, qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui va faire la différence, c'est simplement vous les Français. Cette capacité qu'ont des Français à comprendre, cette capacité que des Français ont à témoigner devant un micro, de dire oui, je comprends et je les soutiens, tant pis, je ne pourrais pas aller travailler, je suis prêt à faire ce sacrifice-là si ça peut aider à soutenir les agriculteurs dans leur action, parce que leur action pourra aussi me porter un intérêt à moi dans mes conditions de vie, dans mes conditions de travail. Parce que peut-être que ça peut amorcer une contestation globale contre le pouvoir, contre l'État, contre les élites. Et je vais terminer par rapport à la dernière vidéo que je vous ai faite. Je vais peut-être vous faire des vidéos assez régulières pour vous faire suivre un petit peu l'évolution, parce que là on est dedans, là, ça y est. Je crois aujourd'hui le New Hampshire est en caucus, donc on aura le résultat certainement ce soir. Mais on a déjà des résultats de certains comtés qui mettent, mais alors, je vous le dis franchement, hein, mais c'est bien simple, elle a 0. Donc voilà, non mais ça fout la pression. Là je vous le dis, aux États-Unis, même les médias là, ils sont pas bien dans leur basket, hein, parce que l'idée que Donald Trump puisse se faire réélire à la Maison-Blanche, ce qui était quelque chose qui était absolument inenvisageable et que personne ne devait envisager ou parler ou même dire, sinon se faire traiter de tous les noms, et bien là, tout en sachant qu'il y a quand même une chose très importante à savoir, c'est que ce soit du côté des républicains ou des démocrates, je vous l'avais déjà dit, on estime qu'il y a au moins une grande majorité d'électeurs, c'est-à-dire d'Américains, démocrates ou républicains, qui ne veulent pas de leur candidat. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de Trump, ils ne veulent pas de Biden, ils veulent de la chair fraîche, ils veulent du nouveau, ils veulent un renouveau. Mais le problème, c'est que c'est le vieux monde américain qui veut rester au pouvoir et qui ne veut pas lâcher le nouveau monde américain, c'est-à-dire la jeunesse américaine. Alors, quand je dis jeunesse américaine, c'est la jeunesse en confrontation aussi bien conservatrice que progressiste. Bon, le seul problème, c'est que la jeunesse américaine, progressiste comme démocrate, républicaine, c'est-à-dire conservatrice, malheureusement, même en leur sein, les extrêmes sont en train de monter de plus en plus. Du côté des progressistes, le wokisme est un des cancers majeurs
de la déliquescence même de l'intégrité et de la crédibilité des démocrates, comme du côté des républicains, la montée de la religion et surtout des évangélistes. Il faut savoir que Trump aujourd'hui, on est sûr et certain qu'il va gagner beaucoup plus dans la portion américaine religieuse radicale qu'il ne l'avait bénéficié en 2016. Donc ce qui n'est pas négligeable. Et ce qui met un énorme poids dans la balance. Donc voilà ce que je voulais vous rajouter par rapport à ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Et d'ici là qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle story. Portez-vous bien.